Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire et notamment du secteur européen bancaire, du secteur bancaire européen. On en parle avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et son cofondateur, associé et directeur des investissements, David Benahou, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir David. Bonsoir. Je voulais résumer les publications des grandes banques européennes, les résultats au titre de l'exercice 2023. En fait, le chiffre que j'ai envie de mettre en avant, c'est le montant qui va être reversé aux actionnaires de ces banques européennes en 2024 au titre des résultats de l'exercice 2023. 120 milliards de retours aux actionnaires prévus sous forme de dividendes ou de rachat d'actions pour les actionnaires des grandes banques européennes. C'est du jamais vu. Je crois que même peut-être dans les grandes années pré-crise financière, grande crise financière, je crois que ces montants n'avaient jamais été atteints. Qu'est-ce que ça nous dit de la solidité et de l'opérationnel du système bancaire européen aujourd'hui, David? Alors c'est vrai que le pic c'était 2007 et c'était bien inférieur aux 120 milliards qui sont annoncés cette année. Ouais. Mais alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les banques européennes ont été... on a eu la crise de 2008, la fameuse, et il s'en est suivi par une transformation complète du secteur et surtout une énorme recapitalisation du secteur qui ont conduit aujourd'hui les banques européennes à un niveau de fonds propres réglementaires très élevé, 15%, ce qui leur permet aujourd'hui sereinement d'opérer. Mais évidemment, il y a un sujet d'excès de capital, d'autant plus que les résultats sont très très bons. Excellent. Depuis maintenant 11 trimestres ou 12 trimestres consécutifs. Les revenus sont au plus haut. Là, pareil, alors c'est intéressant de voir qu'on est en revenus rapportés au total bilan. Le fameux retour sur actif à 0,63%. Le pic, c'est 0,64% en 2007. Donc, voilà, toutes les références nous ramènent à 2007, exactement, évidemment, quand on parle du secteur bancaire. Exactement. Ouais. Donc, voilà, ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de revenus, des résultats très importants, une grosse base de capital au départ. Donc, effectivement, il y a la distribution de dividendes et puis du rachat d'actions, ce qui fait que quand on achète le secteur bancaire aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 28% de rendement cash qui va être versé aux actionnaires 2024-2025. Donc voilà, c'est... Ça, au moins, c'est déjà... Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que je disais en introduction de terre. Je vous demanderai, mais je ne sais pas où sera le prix des actions bancaires à la fin de l'année. En tout cas, les actionnaires, ils savent qu'eux, il y aura eu 120 milliards de retours. L'autre chiffre qui m'a marqué, je crois que c'est sur les 2 derniers exercices, ce sont les revenus d'intérêt net qui s'élèvent à 100 milliards d'euros pour les grandes banques européennes. C'est-à-dire la différence entre la rémunération qu'elles ont payée pour les dépôts de leurs clients et les intérêts qu'elles ont perçus sur les prêts qu'elles ont accordés à l'économie réelle. Tout ça fait 100 milliards de revenus sur 2 ans. La question étant, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là si on imagine que les banques centrales baissent leurs taux dans les prochains mois et les prochains trimestres? Alors, la marge d'aide d'intérêt, disons pour la simplifier, il y a 3 composantes. Il y a les revenus qu'on a sur les dépôts, enfin les revenus le taux d'intérêt que les banques touchent sur les dépôts et qu'elles ne reversent pas. En tout cas, oui, c'est ça, la différence entre les deux. Voilà. Ensuite, vous avez la marge d'intérêt qui est produite sur les crédits. Et puis vous avez une partie de la marge qui résulte de la transformation. Donc c'est quand la pente des taux est pentue entre guillemets, vous prêtez un peu plus long que vous vous refinancez. Donc il y a ces 3 composantes qui théoriquement en fait alimentent la marge. Alors pendant les 10 dernières années, quand les taux étaient négatifs, donc toute la partie marge sur les dépôts avait disparu. Donc il y avait de temps en temps un petit peu de pente de taux, et puis essentiellement de la marge sur les crédits. Donc là, depuis 2 ans, on a beaucoup de marge sur les dépôts. Alors, sur la production de crédit, évidemment, quand les taux montent fortement, elle s'effondre. Donc, il y a beaucoup moins de nouvelles marges, en fait, sur les dépôts. Et comme la pente de taux est inversée, il n'y a pas non plus de marge sur la pente de taux. Donc, aujourd'hui... Donc là, on a une case sur 3 cochées, quoi. Exactement. Ça.
Exactement. Alors évidemment, elle est spectaculaire parce qu'on a des taux à 4%, donc il y a beaucoup de marge. Mais en réalité, ça a bénéficié essentiellement à des banques qui sont qu'on dit très sensibles au taux. Donc celles qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu de ce point de vue-là, c'est les banques italiennes, espagnoles, et on a vu les résultats incroyables. Par exemple, Intesa, etc. Monte Paschi. Qui aurait dit que Monte Paschi ferait des RE supérieurs à 15%? La plus vieille banque du monde, voilà. Toujours alive. Voilà, toujours alive. Voilà. Donc voilà, donc on a ça, c'est vraiment ce qui s'est passé là. Faut comprendre que voilà, c'est essentiellement les dépôts. Après, ce qu'on a vu, c'est que par exemple pour les résultats des banques un peu plus au nord, notamment nous en France, les résultats sont pas spectaculaires. Ils sont bons, mais ils sont loin d'être extraordinaires. Et tout ça, c'est parce que nous, on a d'autres moteurs en France pour la marge d'intérêt. Donc on a besoin plutôt d'un niveau de taux qui va être un peu plus bas, je dirais entre 2 et 3%, pour que tout fonctionne bien de notre côté. Donc tout ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de marge d'intérêt, mais là, quand les taux vont rebaisser, il y a d'autres moteurs qui vont se mettre en marche. Bien sûr. Production de crédit, et puis probablement la pente, marche à la pente un peu, oui. Voilà. Bah oui. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est que même si, quand on pense banque, on a l'impression que tout se ressemble, en réalité, il y a beaucoup de dispersion sur le secteur. Il y a des modèles économiques très différents qui ne vont pas fonctionner pareil. Et dans l'avenir, ce qui a moins profité aux banques françaises deviendra plutôt un vent porteur, on peut imaginer, pour les banques françaises ou les modèles des banques françaises et associées. Exactement. Ce qui devrait se passer, c'est que la profitabilité des banques très sensibles au taux devrait être moins impressionnante. Et en revanche, nos françaises, BNP, Société Générale, notamment Crédit Agricole, devraient retrouver, je dirais, un peu plus de vent dans les voiles, entre guillemets, parce que ce sont des modèles économiques qui seront plus performants avec un niveau de taux un peu plus bas. Ce qui est incroyable, David, et c'est une discussion permanente avec vous chaque fois que vous venez, c'est que malgré tout ce qu'on décrit, malgré ce changement de monde presque pour le secteur bancaire ces dernières années, malgré une dynamique de prix en bourse qui a été quand même bonne, le secteur fait 25% l'an dernier, la performance de votre fonds action secteur bancaire est encore même supérieure, voilà. En termes de valorisation, je veux dire, rien n'a changé. Comme les investisseurs ne veulent pas considérer que quelque chose a changé, en tout cas quand il s'agit de valoriser une banque européenne dans l'absolu, et je ne parle même pas en relatif par rapport au même secteur aux États-Unis. Alors en fait, on pourrait même, paradoxalement, en fait, le truc amusant, c'est que ça a même un peu baissé, puisque le consensus en fait s'est amélioré. Oui, là, par exemple, post dernier trimestre, on a encore une petite amélioration des perspectives bénéficiaires. Donc voilà, mais les valos bougent pas, donc en fait, elles baissent en fait en relatif entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est extrêmement bas, c'est-à-dire qu'on est à 6 fois et quelques. Des cotes de 50% avec les autres secteurs. Très, ça bouge pas. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore déclencher un re-rating de ce secteur, ou est-ce qu'il faut s'attacher à l'idée que non, c'est un secteur qui se paiera toujours aussi faiblement par rapport aux autres? Je pense qu'il faut encore du temps, parce que finalement, en fait, on a l'impression, quand on discute avec les investisseurs, ils restent très sensibles au risque de récession. Il y a ce vieux réflexe qui dit que voilà, quand on a un risque de récession, on vend les banques. Elles sont encore vues de manière très très cyclique. Donc il y a Et en fait, les investisseurs ne voient pas tout le travail de mue qui a été fait, poussé par les régulateurs d'ailleurs, qui ont littéralement transformé ce secteur. Donc, il faut probablement encore un petit peu de temps pour réaliser ça. Et puis, il y a un autre élément qui est
parce que ça c'est plus un aspect risque, c'est-à-dire qu'on a peur des défauts, etc. Mais les banques n'ont plus du tout le même appétit au risque. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect revenu, c'est-à-dire vraiment soutenabilité des revenus avec des taux qui rebaissent et qui se stabilisent en fait à un niveau plus bas que celui qu'on a aujourd'hui. Et ça, probablement, ça va aider le re-rating, mais il faut probablement un peu de temps pour le re-rating. Mais bon, comme vous le disiez, en attendant, on est relativement bien payé. Donc, oui. Donc voilà. Oui, c'est ça. Il y a toujours une charge de la preuve qui est du côté des banques, quoi. C'est toujours aux banques de prouver effectivement qu'elles ont changé et qu'elles sont capables d'être moins cycliques qu'avant. Enfin, d'ailleurs, c'est vous qui me le rappeliez, mais les régulateurs imposent des coussins, des amortisseurs contracycliques. Oui. C'est bien l'idée que justement, on a décyclicisé un peu l'activité bancaire. S'il faut qu'on parle des risques, quand même, tout le monde regarde et a refait ses devoirs sur l'exposition des banques au secteur immobilier en général et au secteur de l'immobilier commercial en particulier. Dans quelle mesure c'est un risque pour le secteur dans son ensemble aujourd'hui, David ? Alors, c'est pas vraiment un risque pour le secteur dans son ensemble. C'est des risques qui sont très très germaniques et très localisés sur les prêteurs spécialisés. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux banques qui sont des prêteurs spécialisés, donc qui ont une grosse partie en fait de leur loan book qui est dédié au commercial real estate. Et il se trouve, donc c'est Aareal Bank notamment et Pfandbrief Bank, et ce sont deux banques en fait qui ont une exposition d'environ 10% de leur loan book aux États-Unis. Et là, effectivement, aux États-Unis, le commercial real estate est en train de souffrir en fait très très fortement. Alors il y a des raisons qui sont très très locales. Un marché qui est très très différent de notre marché. Il y a des taux de vacances qui sont très importantes. Il y a un suréquipement des bureaux aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc il y a plein de facteurs qui sont locaux. La particularité de ces banques allemandes, c'est que le niveau de provision n'était pas en ligne avec celle des grandes banques américaines, et donc il y a un travail de remise à niveau des provisions qui ont été faites, enfin qui est en cours, et ça fait un peu des dégâts dans le compte de résultats de ces banques. Mais voilà, sorti de ça, vous dites, il n'y a pas de diffusion déjà de ce risque aujourd'hui, et les banques européennes sont restées disciplinées. Alors non seulement discipliné, mais on en revient en fait à l'appétit au risque, c'est-à-dire que les banques européennes en fait peuvent plus prendre en fait, un type de risque déraisonnable, mais même elles sont obligées, elles sont contraintes. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est tout le développement du marché de la dette privée qui s'est développé tout simplement parce que les banques ne pouvaient plus prendre en substitution de la dette bancaire et du crédit bancaire qui était moins présent, pour dire les choses. Donc, merci beaucoup David. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le secteur bancaire européen qui sort effectivement d'une année encore spectaculaire avec ces perspectives de retour de cash quand même aux actionnaires pour 2024. On verra où seront les cours de bourse en fin d'année, mais l'année 23 a déjà été une très bonne année quand même, il faut le rappeler, pour le secteur bancaire en Europe. David Benhamou, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments.